Salut à tous. Déjà, merci beaucoup pour les excellents retours de l'épisode précédent. Honnêtement, c'était super sympa. Ça m'a donné envie de vous proposer la suite sans trop tarder avec des Ardennaises et le Giro. Donc on va avoir les stars seront nommés Tige Benoît, Craig Anderson et Romain Bardet, puisque notre ami Jay Hindley ronge son frein tranquillou. Il attend dans un coin, il se prépare silencieusement et il est prêt à tout casser sur le Tour de France. Non, je plaisante, mais j'exagère un peu. Je me laisse emporter. Ce sera un profil 2017, le Tour de France, puisqu'on n'avait pas pu le jouer à l'époque. Et puis, resituons les choses. Dans l'épisode précédent, Benoît avait fait une petite razzia sur certaines épreuves. Notamment, donc, il y a eu Milan-San Remo. On ne considère plus que ce soit vraiment une performance que de gagner à Milan-San Remo. En revanche, on avait eu du joli Stuyven sur le Tour des Flandres et on n'avait pas pu faire mieux que 5e. Et puis après, il s'était passé ce truc que j'ai jamais vu venir, mais vraiment jamais, avec Benoît sur Paris-Roubaix. Voilà, celui-là, je ne l'ai pas vu venir. Je me disais juste, reste dans le coup, et puis je m'attendais à faire 13e au sprint, vous voyez un petit peu le truc. Puis finalement, ça a pris une autre tournure. Du côté des classiques, moi je les adore. Hein. Je ne vais pas dire qu'elles sont quantité négligeable par rapport aux monuments qu'on a cités juste avant, parce que Gand-Wevelgem et GPE3, c'est quand même des moments dans la saison qui sont fabuleux. Alors il y a eu ce moment de mauvais esprit là absolu où j'ai essayé de couper la ligne de sprint de Nils Politt. Et puis peut-être un peu plus triste, cet épilogue du côté de Gand-Wevelgem où Craig Anderson n'était pas si loin d'en inscrire une grosse à son palmarès. Et honnêtement, ça aurait été sympa. J'aurais aimé lui offrir quelque chose. Allez, on croise les doigts. Peut-être qu'il y aura quelque chose dans cet épisode pour lui. No spoil. Pendant ce temps-là, sur les courses par étapes, World Tour, donc comme je le disais, Hindley, discret, on sortira qu'au moment du tour, peinard. Et puis par contre, Romain Bardet avait assuré quelques petites perfs, hein, du côté de Catalogne, du côté de Paris-Nice. On avait notamment une victoire d'étape sur chacune de ces épreuves. Les notes de Bardet, moi je trouve elles sont bonnes. Hein. Avec ces notes-là, il me semble qu'on peut gagner un grand tour en fait. C'est assez sympa. C'est plutôt favorable de voir ça. Hindley, il a pris un petit bonus en montagne. Hein, donc là aussi, il y a de l'espoir de bien figurer malgré une note en contre-la-montre qui pourrait paraître un peu rédhibitoire. Mais à mon avis, non. Avec une bonne équipe, ça passe. Donc voilà. Et bon, ça, ce sera les réjouissances. Je jouerai 7 étapes du Giro déjà là en fin d'épisode, mais on va démarrer avec bah oui, les objectifs suivants, hein, évidemment. C'est donc du côté des Ardennaises que ça va se passer. Et bah, honnêtement, vous allez voir qu'il va se passer des choses. Il va se passer des petites choses. Amstel Gold Race pour commencer. Une équipe, moi j'aime bien constituer une équipe de Flandriens. On va dire que à part Casper Pedersen, j'ai une équipe qui est exclusivement composée de Flandriens sur cet Amstel. Pour moi, le côté vallonné ne justifie pas, en tout cas sur ce profil-là, le profil actuel, hein, le profil, la nature des vallons et l'intensité de la course fait que les Flandriens sont plus performants. De toute façon, j'ai pas le choix, j'ai pas une équipe là vraiment disponible pour l'Amstel avec plein de punchers de renom. Les meilleurs, de toute façon, on les connaît. Je rappelle que dans cette partie, hélas, pour la beauté du sport, on va se dire, Julien Alaphilippe s'est malencontreusement blessé assez gravement jusqu'au mois de mai. Je pense qu'on le verra sur le Tour de France. En revanche, Van der Poel est présent. Wout van Aert sera aussi sur le Giro. Je dis aussi par rapport à d'autres comme Schachmann qu'on verra. Kwiatkowski aussi sera sur le Giro. Et c'est vrai que dans l'immédiat, les principaux rivaux pourraient aussi tourner autour de ces noms-là. Hein, Van der Poel, Schachmann. On peut en tout cas
se méfier un petit peu de certains. Attention, je trouve que Michael Matthews est pas mal du tout sur cette database. Alors, loin de moi l'idée de dire que c'est pas mérité, hein, parce que pour moi, Michael Matthews est un excellent coureur. J'adore ce type. Mais c'est vrai que je le trouve très très dangereux sur cette DB. Allez, on a un objectif, c'est de rester bien à l'avant, ne pas se faire avoir sur un ravitaillement pour par exemple perdre un équipier. Ce serait fâcheux, parce qu'il y a une accélération qui s'opère comme ça au fur et à mesure qu'on se rapproche du final de l'Amstel. Une accélération assez vive qui se fait, et c'est vrai que je préfère vraiment rester devant. Quitte même d'ailleurs à jouer un peu de l'effort curseur parfois pour ramener mes gars. Et donc, après, bon, s'il y a des gens qui souhaitent partir de loin, grand bien leur en face, je ne vais pas m'opposer. Hein, je pense pas que l'attaque de si loin, par exemple, ici Dylan Tuns ou Patrick Conrad, ce n'est pas une bonne idée du tout. Donc, on va surtout pas s'en occuper. Tiens, Michael Matthews, vous en parlez juste avant. Michael Matthews et Dylan Tuns. Est-ce que c'est dangereux à ce stade de la course? Ah, il y a encore le Koberg. Il y a encore le Koberg. Wellens, tiens, qui est un tout petit peu lâché. Non, je pense pas que c'était une bonne idée non plus pour Matthews de foirer un peu d'énergie là-dessus. Il valait mieux essayer de partir. En fait, il faut vraiment utiliser. On a une vraie cartouche. Il faut l'utiliser au meilleur moment. Alors, on va tenter notre coup là. Vous voyez voir. Je demande à mes amis, à mes amis de collaborer, parce que de toute façon, on n'a plus beaucoup d'équipiers à ce stade-là. On a essentiellement Craig Anderson qui peut aider Tish Benoît à tenter quelque chose. Donc, on va voir si ce dernier, donc Craig Anderson, ne pourrait pas rouler assez fort pour essayer de mettre Benoît sur un bon coup. David Gaudu aussi, attention à David Gaudu. On sait à quel point sur PCM, il faut se méfier sur pas mal de terrains différents. Allez, Benoît qui tente sa chance. Regardez, hop là, on va tenter de partir ici parce que je pense que c'est un endroit qui peut parfois nous rapporter une bonne situation. Hirschi, attention, hein, Marc Hirschi aussi, j'ai oublié de le nommer. Comment est-ce que j'ai pu faire une chose pareille? Kwiatkowski ne roule pas très fort. Il y a peut-être un super coup là pour Benoît. Ah tiens, il y en a un qui a réagi. C'est Van Der Poel, évidemment. Van Der Poel qui, regardez, en très peu de temps, va faire le jump et hop là, se retrouver dans la roue de Tish Benoît. Oui, mais tout se paye. Donc les efforts qu'a fait Mathieu Van Der Poel, quelque part c'est du pain béni. Et l'attaque de Benoît était quand même assez opportune. Là on est nanti d'une jolie avance. J'essaie de lui en planter une parce que j'ai vu qu'il était limite en cinématique de défaillance, mais en fait pas du tout. Il est en train de récupérer de la barre. On va se laisser porter. Là il y a un énorme écart. Là je pense que ça joue battu derrière. À partir de là, c'est un tête-à-tête avec Van Der Poel. Il faut laisser le Batave ne pas s'économiser et faire preuve de sa générosité excessive qu'on lui a parfois connue dans la réalité. Et peut-être essayer de partir au très bon moment. Il y aura un virage à gauche, suivi d'un autre virage à gauche. Et c'est la ligne d'arrivée. Et Van Der Poel s'est fait croquer par Tish Benoît. J'ai plus de mots. On va même taper comme ça Van Der Poel en tête-à-tête. Donc, écoutez, voilà. Tout se passe comme dans un rêve, en fait. Cette partie se passe étonnamment bien. Est-ce que c'est la database qui entre guillemets, m'est favorable? Est-ce que tout simplement, c'est le plaisir de retrouver Benoît qui fait que... je sais pas, hein, il se passe des choses. Parce que honnêtement, en tête-à-tête avec Van Der Poel, je donne pas cher de Tish Benoît. Mais là, c'était un Van Der Poel qui avait beaucoup consommé d'énergie. Allez, on va pas jouer pour Benoît, la flèche wallonne. On va la jouer pour Romain Bardet. Ça, c'est une course, c'est comme Liège. C'est a priori plutôt une course qu'il faut jouer pour Bardet, à mon sens en tout cas. Surtout que là, on a un léger changement en tout cas de physionomie d'équipe. Ouais, j'ai craqué, j'ai rajouté finalement Jay Hindley au dernier moment, parce que je me disais qu'il avait peut-être un travail à faire sur quelques forts pourcentages pour faciliter la tâche à Romain Bardet. Donc là,
Autant sur Liège, on verra, ça dépendra un petit peu des formes du jour. Autant là, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, c'est absolument pour Romain Bardet. Donc on va essayer de le mettre dans les meilleures conditions possibles. On connaît Flèche Wallonne, c'est relativement court. Ce n'est pas une course qui joue du tout sur l'endurance. Elle se joue plutôt sur le punch dans le final. Avec, en l'absence en plus de Julien Alaphilippe, un immense favori qui peut s'appeler Hirschi. Mais peut-être que Van Der Poel peut aussi tirer son épingle du jeu. Les échappés n'ont aucune chance sur cette flèche wallonne. Nous, on reste placés, voilà. Il y a 3 tours de circuit là à la fin, donc on va se calmer, on va surtout pas se consommer. Je joue avec des formes du jour qui, on va dire, sont ce qu'elles sont. C'est pas phénoménal, mais c'est pas dégueulasse non plus. Donc ça se tente. Honnêtement, il n'y a pas de quoi se plaindre. C'est assez intéressant. Allez, voilà. Je pense que s'il y a un spot pour attaquer, ça n'est pas là. Ça n'est pas là. C'est un petit peu après le mur de 8. Donc mur de 8 aussi, sinon, hein, peut aussi faire l'affaire. Mais le problème, c'est que si on attaque dans le mur de 8, derrière, je parle à un tour avant la fin, hein, derrière, ça veut dire qu'en fait, il va falloir assurer sur le secteur qui est quand même relativement plat. Et il faut avoir une caisse pas possible pour non seulement avoir fait péter une accélération dans le mur de 8, mais en plus continuer solo et maintenir une distance avec un peloton en général affamé et quelques équipiers au minimum qui résistent toujours de manière héroïque et quasi cheatée. Donc s'il y a un spot en fait pour attaquer, je trouve, sur cette flèche wallonne, c'est dans pas longtemps. Il y en a un seul. Je l'avais exploité sans succès, mais je l'avais exploité avec Philippe Gilbert, ma partie avec l'Auto Soudal la première année là. J'avais attaqué à cet endroit-là. Voilà, on y arrive. On y arrive. Donc là, évidemment, moi je fais rouler Benoît à blinde. Krag Andersen aura aussi du boulot à faire pour l'ami Romain Bardet. Voilà. Ici, en fait, il y a à un moment donné une petite descente, voilà, qui s'amorce. Et derrière, on va remonter vers la gauche. Il y aura un replat. Et un petit peu plus loin, il y a une cuvette. Voilà. C'est là-bas que je pense qu'il faut attaquer. Alors là, par contre, c'est différent. Je poursuis un autre objectif qui est d'essayer d'épuiser un petit peu les équipiers. J'essaie d'épuiser les équipiers de certains des leaders. Mais bon, ça fait rien, en fait. Hein. Si j'avais rien fait, ça n'aurait rien changé. Tellement l'attaque de Krag Andersen n'a pas été suffisamment violente du tout. Et ce que je crois, c'est que voilà, s'il y a un endroit où éventuellement on peut profiter d'un moment de latence de la part de l'IA, c'est ici. Il faut sortir ici, là. Alors donc je tente le coup. Je tente le coup, mais l'IA est très vigilante. Donc c'est pas à chaque fois en plus qu'on peut sortir là. Du coup, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Je vais pas emmener tout le monde avec Romain Bardet non plus, n'importe quoi. Donc on va se recaler. On va se recaler, on a bien compris, il n'y a pas d'opportunité pour le moment, et d'ailleurs il y aura pas d'opportunité du tout, parce que c'est pas dans la côte de Cherave qu'on va s'échapper, étant donné qu'à sur la côte de Cherave, au final tout le monde est à blinde, et personne n'arrive à faire de différence, sauf si on s'appelle éventuellement Alaphilippe. On va voir si Hirschi pourrait le faire aussi, mais ce sera pas dans cette partie. Donc Krag Andersen emmène Bardet. On a calé Hindley dans la roue. Ouais, j'ai calé Hindley parce que je vais me servir de Jay Hindley pour mettre Bardet dans les meilleures conditions dans le mur de 8, hein, tout simplement. Donc Krag Andersen roule à blinde. On pourra pas dire que je m'y suis pas filé, hein, parce qu'honnêtement, Benoît et Krag Andersen, ils seront vraiment donnés comme des malades, hein, pour essayer de mettre l'ami au Sharman. Sharman qui est passé tel un TGV. Allez, ça va être à Hindley de bosser là. Il va falloir essayer d'emmener Bardet le mieux possible. Mais alors, on y va. Il y a une accélération pour Hindley qui n'est pas dégueulasse. Regardez, on n'est pas dans de mauvaises conditions du tout. On est bien positionné. On va peut-être l'emporter sur ce joli travail d'équipe. Est-ce que vous y croyez? Moi, j'y croyais pas. Voilà. J'y croyais pas. J'étais en train de me dire, première flèche wallonne sur PCM 21. Eh ben non, il faudra attendre. Il faudra attendre. Donc je pensais enfin la tenir, celle-là. Parce que je pense que je me suis fait damer le pion. Chaque fois, elle est des places. Que ce soit Guita avec Movistar, que ce soit l'ami
l'ami Gilbert, puisque Wallen s'était blessé avec l'Auto Soudal, que ce soit également mes petits Italiens qui ont pas fait long feu malheureusement. Trek n'a pas réussi non plus là-dessus, hein, puisque Mollema avait été supplanté. Du coup, en fait, à chaque fois, je me fais damer le pion, soit par Alaphilippe, soit par Mathieu Van Der Poel. Après, c'est de bonne guerre, hein, parce que j'ai tellement pris du plaisir avec Van Der Poel l'année dernière, à partir avec Corendon, Circus devenu Alpecin et compagnie, que c'est bien normal que je me fasse un peu poignarder à des moments par ce mutant. Et on aborde Liège-Bastogne-Liège. Donc, petite frustration, parce que j'aurais adoré pouvoir gagner avec Romain Bardet cette flèche wallonne. Et puis, il y avait quand même un ovni nommé Van Der Poel. Alors, sur la flèche, c'était clair, le leadership, il était pour Bardet. Sur Liège, j'hésite. C'est soit Benoît, soit Bardet. Et ça va dépendre des formes du jour. Et si on a des formes du jour correctes pour les deux, eh bien à ce moment-là, on ne se posera pas de questions. On jouera la carte de l'un puis de l'autre. Et ça va être le cas, regardez. En plus, j'ai du bon Kragh Andersen. Il est solide, il pourra apporter quelque chose, même peut-être tardivement dans la course. Hein. C'est un coureur assez résistant. Le Bardet est à plus 2. Ok. Le Benoît est à plus 1. Donc, tout ça, c'est déjà mieux que du négatif. On a donc peut-être quelque chose à jouer ici. Après, je trouve que souvent, ça se passe, on va dire, d'une manière, pas stéréotypée, mais c'est difficile d'échapper, on va dire, à une certaine logique du jeu sur Liège-Bastogne-Liège. Sur ce profil, sur ce variant-là, hein, le variant actuel. En fait, bien souvent, il y a comme ça des premières cassures qui vont s'opérer aux environs après, on va dire après la haute levée. Hein, donc là, on n'y est pas encore. On va arriver au One dans quelques kilomètres après une descente. Voilà, on y est. Petite montée en 2 temps avec surtout une deuxième partie qui est quand même assez difficile. Voilà. Et c'est là, je pense, voilà, c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à avoir des petites différences. Alors, pas tout de suite, hein, parce qu'il faut quand même que ça se fasse, mais je trouve que bien souvent, d'abord, il y a le mur de Stokke, et puis après, on va aller à la haute levée. Donc, mur de Stokke, celui-là est très violent, le peloton est très étiré, donc si vous êtes mal positionné, on oublie déjà, ça veut dire que ça va casser et vous allez vous faire prendre dans une cassure, donc il faut rester très vigilant, il faut rester vraiment à l'avant. Bardet, par exemple, ici est très bien positionné. Benoît, ça va, pas de problème. Kragh Andersen, on serait pas si loin que ça d'être candidat à la cassure. Non, ça va, on s'en sort. Mais voilà, c'est ici qu'il commence à y avoir des cassures, et 80, et puis ça va péter, quoi. Ça va péter, on va avoir... dans pas longtemps, il n'y aura plus que 30 ou 40 mecs. Hein. Voilà. Et pourtant, on laisse sur le carreau, on laisse des très bons coureurs. Hein. Il y a de très bons coureurs qui se font piéger sur ces endroits-là. Ouais, voilà. Je pense que là, désormais, ce groupe-là, il n'y a plus personne qui rentre de l'arrière. Hormis rentrer pour 1 minute et lâcher de nouveau après, parce que l'effort aura été trop fort pour rentrer. Donc, c'est pour ça que je parlais de scénario limite un peu écrit à l'avance, en tout cas de course qui est un peu conditionnée par le jeu et où notre marge de manœuvre en tant que joueur, elle est quand même relativement réduite. Après, il y a une certaine logique, hein. Est-ce qu'en cyclisme, les mecs, ils peuvent attaquer n'importe où, ils peuvent faire n'importe quoi non plus, quoi. Il y a aussi une logique. Donc, quelque part, bien jouer le jeu. Bien jouer le jeu parce que c'est très bien qu'on se retrouve avec une course qui est très difficile, sur laquelle on a très très peu d'opportunités finalement, et où on est limite en permanence en train de s'accrocher et sans pouvoir réellement prendre une respiration. Allez, est-ce que Casper Pedersen pourra jouer à un moment donné un petit rôle? Je l'aime bien, je vais le re-signer. Casper Pedersen, il est en fin de contrat là, dans cette partie. Il me plaît bien, j'aime beaucoup. Je trouve qu'en plus, IRL, le coureur semble sympathique. Ça m'a donné envie, en tout cas, je l'aime bien. Je l'apprécie, Casper Pedersen. Allez, on arrive dans la redoute. Donc là aussi, se porter à l'avant,
se porter à l'avant et ne pas hésiter non plus à profiter d'un bon coup. Je positionne ainsi Benoît et je vais voir si au final il n'y aurait pas moyen de sortir avec Bardet. Regardez, Hirschi, Lutsenko, Van Der Poel. Ah, il faut y aller. Il faut y aller. Parce que s'il y a un bon coup qui part de là avec plusieurs hommes comme ça très très forts, on peut profiter de ce coup pour s'accrocher et peut-être régler un peu tout le monde dans la roche au faucon, qui sait. En tout cas, c'est une opportunité que j'ai voulu tout de suite saisir. Je me suis dit, Bardet ne doit pas rater celle-là, parce que si on ne prend pas cette échappée, on va se retrouver nécessairement à faire la chasse. On va devoir l'assumer, la chasse, puisque les meilleurs sont devant. En tout cas, quelques-uns des tout meilleurs. À part Sharman, peut-être, la Bora peut poursuivre à ce stade-là, mais il y a même Kwiatkowski. Kwiatkowski, Lutsenko, Hirschi, Van Der Poel. Donc il fallait vraiment en faire partie. Tiens, il y a Kwiatkowski qui bute un peu. Et d'ailleurs, j'ai buté. Moi aussi, j'ai subi la loi des deux plus forts. Hein, Hirschi, Van Der Poel. On est sur une autre planète, là. Du coup, changement de stratégie. On va surtout pas commencer à épuiser Bardet dans la poursuite. En plus, on a de la chance. Il y a Lutsenko qui, de manière assez généreuse, nous aide à rentrer sur les deux hommes de tête. Mais derrière, le groupe de poursuivants n'est pas bien loin. Kwiatkowski, il est un petit peu coincé entre les deux groupes. Voilà, il recolle à Bardet Lutsenko. J'essaie d'attaquer pour reprendre. J'essaie en tout cas désespérément de reprendre Hirschi Van Der Poel. Il n'y a rien à faire ici, à Côte des Forges, là. Il n'y a rien à faire pour reprendre Hirschi Van Der Poel. Ils ont une note d'accélération qui est juste... je suis subjugué, quoi. Quand je les vois, je peux rien faire. Donc Bardet, là, ça fait trop longtemps, vous voyez, qu'il s'épuise. Ça fait trop longtemps que j'épuise Bardet à essayer de rattraper un coup qui sent mauvais. Il sent pas bon, ce coup-là. Parallèlement à ça, on a gardé des forces avec Kragh Andersen. Benoît, vous voyez, cette poursuite-là, elle nous fait souffrir. À la limite, il vaudrait mieux attendre. Voilà. Allez, poursuivant avec Michael Woods, ici, qui revient. Il a réussi à sortir du groupe 2 derrière. Allez, il faut peut-être maintenant profiter de l'effort curseur avec Benoît et se faire protéger par Kragh Andersen, puisque Romain Bardet aura bien du mal avec ce petit peu de barre. Je trouve que c'est mal barré. Hirschi, Van Der Poel risquent de s'expliquer tous les deux. Hein. Ça sent... oh là là, Hirschi s'est débarrassé de Van Der Poel. Énorme. Benoît a souffert comme un forcené dans la première partie de la Roche au Faucon. Bardet mène la poursuite. Oui, parce que sinon, si personne roule, ça sert à rien, on est enterré. Et Benoît qui revient, tel un diable qui surgit de sa boîte. Van Der Poel semble battu. Il faut en profiter. Il y a peut-être une accélération ici à faire pour profiter du travail de David Gaudu, qui pourrait éventuellement, lui, avec sa forte accélération et ses qualités formidables, nous ramener sur Hirschi. Derrière, si c'est Fuglsang et Warren Barguil qui assurent la poursuite, on a peut-être une chance. Et là, j'en tente une. Je tente de planter Hirschi et Gaudu. Pam, petit départ sur la droite. Il reste une descente. La note de descente de Benoît n'est pas fabuleuse. Mais toutefois, il y a peut-être un coup à jouer. Si derrière, ça ne s'entend pas. Et on va y croire à fond. Voilà. On va y croire à fond à ce coup. Petit lettre gagnant. Alors normalement, on doit récupérer un petit peu de barre là, dans cette toute fin de descente. Mais allez, voilà, elle est déjà terminée. Donc il va falloir essayer de gérer l'effort sur le replat. Gaudu n'arrive pas à rentrer sur Benoît. C'est là qu'on est content d'avoir un mec qui roule bien. Bardet est en embuscade juste derrière. On va monter l'effort de Benoît pour essayer de résister comme ça au retour des uns et des autres. Tellement monter l'effort que je me retrouve essoufflé, complètement essoufflé. Et ça va se jouer à un cheveu avant que Marc Hirschi ne vienne couper la ligne en compagnie de David Gaudu. Finalement, les trois qui étaient sortis en tête de la Roche au Faucon terminent podium. Il y a une certaine logique. Derrière, Wellens, Cosnefroy, Fuglsang, Barguil, Bardet, Dan Martin, Sharman, etc. Le pauvre Van Der Poel se retrouve 12, Pogačar 13. Bon, qu'est-ce qu'on dit ? Merci Benoît. Merci Benoît, parce que tu nous offres encore un truc auquel j'aurais jamais osé rêver. Hein, sur ce variant-là de Liège-Bastogne-Liège. Comment dire ? Je suis battu avec des tas de types, et là je gagne, c'est irréel à +1 en plus de forme du jour. Donc y en a un qui... c'est dommage qu'il n'y ait pas une renégociation de contrat, parce que sinon je lui filerais 150 000
tellement tellement il est monstrueux. Milan-San Remo, ok, bon, on va pas épiloguer. Cinquième sur le round 2. Finalement, c'est quasiment dommage d'avoir fait cinquième sur le round 2, quoi. Parce que sinon, on sera en course pour les monuments. Hein. Puis on rajoute comme ça une Amstel qui était pas dégueu. Allez, la 6e victoire, on la vise sur le Tour de France, où il ira pour accompagner Jay Hindley. Puis après, on a comme ça des petits pépins physiques qui vont arriver. Regardez, ce qui va beaucoup m'affecter, c'est la blessure de Martin Tousveld. Parce que je comptais fermement sur lui pour le Giro. Ça rend donc Tousveld indisponible. J'avais déjà perdu Michael Storer. Et ça m'énerve en fait, parce que par rapport à ma stratégie, j'avais voulu constituer une équipe assez solide autour de Romain Bardet. Et je me retrouve là, en fait, amputé de force que j'appréciais. En plus, je me dis, est-ce que tu prends le risque d'aligner Benoît finalement en dernière minute? Entre guillemets, ça le préparera pour le Tour. Donc, ouais, pas évident. Évidemment, il y a Nicolas Roche, hein, mais alors lui, ça va caler. Si je l'aligne là, je le tue, je le flingue, et on est à 70 de fatigue, et ça servira à que dalle. Non, Nicolas Roche, il ira sur le Tour de France. Hein. J'ai remodélisé un peu tout ça un peu plus tard, et on va se faire plaisir. On va se faire plaisir, puisqu'on n'a pas voulu, par le biais des blessures, puisqu'il n'a pas été possible d'emmener mes grimpeurs, en tout cas certains bonhommes sur lesquels je comptais, pour soutenir Romain Bardet. Écoutez, ça va être le petit pari un peu dingue. Ça va être carrément emmener Benoît et Krag Andersen avant qu'ils aillent sur le Tour de France. Ils iront aider Romain Bardet sur le Giro. Donc, de dernière minute, j'ai décidé ça. En plus, ça passe au niveau de la forme, au niveau de la préparation. Finalement, tout ça passe tranquillou, en modifiant légèrement les courbes. Et donc, oui, voilà. Du coup, ça m'empêchera de les aligner sur la Vuelta, parce qu'on va quand même pas leur faire toutes les classiques, plus 3 grands tours, c'est un peu abusé. Mais par contre, c'est pas grave, ils iront faire leur saison de classique, et on préparera Benoît pour le Tour de Lombardie, histoire de, discrètement. Alors, on a également des dossiers. Alors, je sais pas jusqu'où ira cette partie. Elle me plaît, donc si elle me plaît, elle peut avancer vite. Mais c'est pas, voilà. On est 16 février, moi je parle le 16 février là. J'enregistre un peu à l'avance. J'ai eu des gros temps d'upload. Et honnêtement, je sais pas ce qui va se passer. Mois de juin, on a sûrement le prochain opus. Mine de rien, le temps il passe très très vite. Il faut avancer un peu les séries à la fois, les plusieurs séries là. Donc je ne vais pas promettre que je vais faire ceci ou cela. Par contre, je ferai au mieux, hein, comme j'essaie de faire en tout cas. Il y a des gars. Donc pourquoi est-ce que je dis ça en fait? C'est parce que il y a une question de recrutement, hein, qui se pose ici avec la phase 1 des dossiers. Donc comme je vous disais, Casper Pedersen faire partie des types que je vais souhaiter prolonger, de la même manière que Jay Hindley ou l'autre Australien Hamilton, qui honnêtement me plaît aussi pas mal, il est très précieux. Pour Canter, on n'est pas obligé de prendre une décision immédiate, puisqu'en fait de toute façon il est déjà à 100% d'intérêt pour l'équipe. C'était la même chose pour Nico Dens, parce que Nico Dens je prolonge bien sûr, hein, mais le problème c'est qu'il était déjà à 100%, donc on va pas consommer des points pour rien. Hein. Il a, comme le disait Enzo il n'y a pas longtemps dans les coms, je le faisais avant, je m'en fichais en fait, parce qu'en fait je trouve qu'on a beaucoup de points, mais après tout c'est vrai, pourquoi ne pas les économiser. Après tout, Chadaga c'est pareil, au pire on le re-signera au dernier moment, mais voilà. Storer c'est pareil. Petit Tousveld qui s'est blessé là, lui je veux prolonger, il me va bien. Après, en faisant un peu le tour des coureurs disponibles, je suis revenu sur mes premières amours. Casper Asgreen, souvenez-vous ou pas, les uns se souviennent, les autres pas, c'est pas grave. Avec Sunweb, j'avais recruté Asgreen, et l'histoire s'était soldée par une chute absolument malheureuse du côté de Roubaix. Et j'avais très très peu profité de Casper Asgreen. Donc à la limite, si je dois aller recruter un extérieur à l'équipe,
et non pas miser sur les jeunes qui sont déjà là ou sur les forces vives. Alors à ce moment-là, mon choix se porte sur Casper Asgreen pour aller casser un peu la tirelire. Allez, c'est parti. Variant Stylus. Bravo à Stylus pour son Giro. Je peux vous dire qu'il est vachement bien dessiné. Il est magnifique. Et il est très bien senti au niveau des étapes, des difficultés enchaînées. C'est un Giro hyper beau. On pourrait juste souhaiter qu'un jour dans la réalité ce Giro existe. Voilà, tellement il est bien fichu. Bravo donc à Stylus. Quelqu'un qu'on connaît, hein, il sort parfois des DB. Il fait partie des gens qui sont actifs dans cette communauté PCM. Donc merci à lui. Grâce à lui, ça va être beaucoup de bonheur avec cette équipe DSM pour essayer d'entourer Romain Bardet. On commence avec un contre-la-montre par équipe. L'exercice est très plaisant. Parce que j'ai de beaux rouleurs dans cette équipe. On pense à Chadaga, on pense à Krag Andersen, par exemple. Mais les petits Leknesund et Van Wilder sont loin d'être ridicules, au contraire. Ils sont assez performants. Dès lors, la relative médiocrité de Bardet et Tish Benoît sur l'exercice de contre-la-montre pourrait passer inaperçue grâce à la présence des autres qui sont vraiment des spécialistes. J'ai quelques spécialistes dans l'équipe. On n'a pas les formes du jour les plus excitantes de l'année, mais c'est loin d'être dégueulasse. Donc on en profite. On va voir un petit peu déjà ce que donne le premier intermédiaire. Il faut essayer de se positionner en ce début de Giro. Rien de tel qu'un CLM par équipe pour montrer qu'on est présent et non pas de se prendre 2 minutes dans la musette. La bonne nouvelle, c'est qu'on a l'air de rattraper Cofidis. La mauvaise, c'est qu'en fait, ça ne veut pas dire grand-chose parce que Cofidis n'est pas une référence en la matière en 2021. On va voir. On va voir. Et puis en plus, il y a d'autres équipes qui sont parties après nous et elles sont très dangereuses. Donc attendons un petit peu de voir ce que peut donner la fin de ce contre-la-montre. Krag Andersen, je lui ai rallongé un petit peu le relais. Je lui ai rallongé le relais, tout comme j'ai rallongé à certains qui sont vraiment de très très bons rouleurs. Voilà. Je pense à Leknesund, Van Wilder, qui ont assuré une grosse partie du boulot. Attention, il y a un petit peu de pourcentage sur la toute fin là. Il ne faudrait pas se faire piéger et perdre du temps bêtement. Donc, on va bientôt arriver. Voilà, on les a quasiment repris. C'est rigolo. Donc ça veut dire quand même qu'on n'a pas dû faire un temps trop dégueulasse. Voilà, premier, mais c'est provisoire. Hein. On ne s'excite pas. Oh là là, Egan Bernal est présent sur le Giro. On a aperçu Carapace très furtivement. Oula, il y a du monde du côté d'Ineos. Tiens, Michael Matthews, je vous en avais parlé tout à l'heure. Michael Matthews. Alors, on peut pas dire qu'on attendait forcément Bike Exchange sur cet exercice, quoique souvent cette équipe quand même possède des spécialistes. Hein. Donc 3e au final, Ineos qui s'impose. C'est pas très bon de commencer avec 35 secondes de débours sur Egan Bernal, mais 35 secondes, c'est pas non plus la mer à boire. Et puis il vaut mieux se retrouver 3e que je sais pas combienième. Donc tout va bien, on s'en accommode. Alors, par contre, le pendant là de la constitution de cette équipe, c'est que, bon, je l'avais dit dans l'épisode précédent, mais je le redis, j'avais prévu, en fait, l'équipe, elle a vraiment beaucoup évolué par rapport à ce qui était prévu initialement. Savoir que Kesbol, je l'avais programmé pour le Giro, mais il s'est pété pendant 3 mois, et donc impossible de l'emmener. Au dernier moment, finalement, je privais de Tousveld, après avoir été privé de Michael Storer. J'ai dû plusieurs fois réassembler mon équipe. C'est aussi pour ça que je me retrouve avec quelques équipiers malheureusement qui seront jamais sous pique sur ce Giro, mais on devrait quand même arriver à s'en sortir parce que l'essentiel c'est que le leader le soit, plus 1 ou 2 gars. Il y aura Chadaga notamment qui le sera. Il y aura voilà, je crois que c'est Donovan. Hein. Donovan aussi devrait avoir de bonnes formes du jour parce qu'il est bien préparé. J'aime bien Donovan. Hein. Honnêtement, c'est un coureur qui est assez intéressant. Donc voilà. Après les étapes donc, de sprint, hein, comme je propos introductif là juste avant, c'est pas réellement pour nous. Hein, nous, on est plutôt vallon, on est plutôt arrivé au sommet, on est tout ce que vous voulez.
voire même un peu CLM, parce que quand même il y a des rouleurs, mais on n'est absolument pas sprint. Donc pour la forme, je jouerai le coup avec souvent avec Krag Andersen, mais sans conviction. 70 de sprint, 72 ou je sais pas quoi d'accélération. Casse pas trois pattes à un canard, donc honnêtement, il n'y a pas grand chose à espérer, surtout face aux monstres que l'on connaît. Il y a Gaviria qui est présent, il y a Michael Matthews, on en a parlé, il y a l'ami Viviani qui s'impose ici d'assez jolie manière. Tiens, c'est marrant, Kwiatkowski a participé au sprint. Venturini, tiens, très belle perf de Clément Venturini sur cette étape 2. On est au Luxembourg, parce qu'en fait les 3 premières étapes de ce Giro variant Stylus, elles ont lieu au Luxembourg. Et autant, en plus c'est bien, il y a une certaine variété. On a après le CLM par équipe, l'étape de sprinter, on a ici l'étape pour puncher dans le final. Et je peux vous dire que je vais essayer de puncher. Voilà. On va pas se laisser abattre, parce que là c'est notre terrain, on a des choses à proposer. Alors, peu importe les formes, là, sur l'agressivité, on va dire, et sur le travail d'équipe, on doit pouvoir s'en sortir, malgré les formes qui sont assez moyennes. Y a pas de drame. Faire attention, positionnement, bof, ouais. Là, pas trop inquiet. Pas trop inquiet là-dessus, parce que on est très loin de l'arrivée. Il n'y a pas non plus un rythme. On n'est pas dans le final de l'Amstel, ou de Liège, avec les enchaînements qu'on a connus juste avant, là, qui ont tendance à faire décrocher plein de monde. Là, c'est pas du tout le même rythme. Et donc, on est un peu pépère, on est un peu caché. Romain Bardet, je le sortirai au dernier moment. Je vais l'économiser. Ce sont les autres qui vont devoir se mouiller pour lui. Après, je devine ce que certains se disent peut-être dans leur tête. Ouais, tu vas voir au dernier moment, il va jouer le coup pour Benoît, machin. Alors là, j'annonce, jamais de la vie. Jamais de la vie, pour une bonne raison, c'est que si j'ai annoncé Bardet sur ce Giro, je mourrai avec Bardet s'il le faut, mais je ne jouerai pas pour quelqu'un d'autre. Et puis il y a une autre bonne raison, c'est que d'après mes calculs, mais ça je montrerai dans l'épisode 3 ce que j'ai fait, mais d'après mes calculs, il n'y a pas de salut pour Benoît sur ce Giro. Pourquoi ? Parce qu'il ne le finira pas, en fait. Je l'ai envoyé, mais si je l'aligne jusqu'au bout, on va avoir un pic complètement moisi sur le Tour de France, et ça risque d'impacter fortement la potentielle candidature à la victoire pour Jay Hindley. Donc je veux du très très gros Benoît et du très très gros Krag Andersen. Donc il se pourrait bien qu'après l'étape 15, je fasse abandonner Benoît et Krag Andersen et qu'on termine avec les 6 autres. Donc avec les 5 autres autour de Romain Bardet. Voilà, je pense pas que ce soit infaisable. Allez, on durcit, en tout cas ici, considérablement la course en cette fin d'étape 3. Mais que fait l'IA ? Elle nous laisse un petit peu dominer. Les débats, Leknesund, Hamilton, Donovan vont être chargés de placer le mieux possible Krag Andersen, qui a lui dans sa roue Benoît puis Romain Bardet. Attention, ça va casser. On sent que ça va casser. Voilà, ça va casser. Après, il y a quelques très forts coureurs qui vont être capables de nous suivre, type Wout van Aert, Dylan Van Baarle, Michael Matthews aussi peut nous suivre à ce moment-là. Et que va-t-il se passer ? Donovan, à ce moment-là, donne le max. Il peut y avoir de vraies différences là sur cette fin. Allez, il faut tout donner. On va sprinter, tout bêtement. On va sprinter. Van Aert se porte à l'avant. Attention, la flamme rouge. Et non, si. Ça va être le sprint ici qui va être réglé par Krag Andersen. Alors je suis bien content de celle-là, parce que, comme je vous disais un petit peu avant, il avait été malheureux sur Gant-Wevelgem. C'est quand même une petite récompense d'arriver à choper une victoire comme ça sur le Giro. Donc voilà, on prend
tout va bien. Alors, au général, évidemment, Kragh Andersen se retrouve avec le maillot rose, ce qui est aussi sympathique pour lui. Bardet est à quelques jours de son pic de forme, donc tout va bien. Il va l'avoir là incessamment sous peu. Je crois que c'est à 2-3 jours près, il va le prendre, parce que je voulais avoir un pic qui permette de durer en réalité jusqu'à l'étape 21 comprise, puisqu'en fait sur ce variant de Stylus, l'étape 21, c'est un contre-la-montre qui est relativement plat d'une vingtaine de kilomètres. Donc il ne s'agit pas d'avoir perdu le pic, surtout qu'il y a une étape 20 juste avant qui est assez monstrueuse. Voilà, je vais vous montrer ça juste après. Là, j'ai compilé un petit peu les dernières étapes en essayant d'insister un petit peu sur celles qui vont être a priori décisives. J'en ai pas parlé, mais c'est vrai que Van Wilder et Leknesund ont déjà eu un up, ils ont déjà progressé là dans cette partie. Normal, on est au mois de mai, on est sur des coureurs à potentiel. C'est pas vraiment surprenant que les types aient fait quelques progrès ça nous arrange pas mal. Ça nous arrange bien parce que ça en fait de très très bons soutiens pour Romain Bardet. Voilà, le petit Mark Donovan, je suis pas sûr. Il est jeune, il va évoluer, mais je sais plus exactement s'il a fait des progrès ou pas. J'avoue, je me souviens pas exactement de ses notes de départ, mais ça se pourrait que lui aussi il ait pris un petit up. Toujours est-il que cette étape-là, a priori là, n'est pas très difficile sur le final. Cette étape 4, elle est là aussi promise aux sprinters. Donc qui va s'imposer? Est-ce que Gaviria va prendre sa revanche? Est-ce que Matthews va un petit peu se mettre en évidence? Mais en tout cas, j'avais choisi cette roue-là. J'ai choisi la roue de Michael Matthews parce que je le trouvais un petit peu en canne depuis le début. Et puis finalement, là, vous voyez, j'abandonne la roue parce que je me dis non, mais en fait, il a pas cherché à faire quoi que ce soit, Matthews, sur ce coup-là. Et c'est Daryl Impey qui va s'imposer. Donc là encore une valeur sûre, Daryl Impey, mine de rien, un type qu'on sait être très très solide. Je trouve ça sympa qu'il ait comme ça de la réussite avec une jolie victoire d'étape dans cette partie sur un Giro. Parfait. Allez, il se pourrait que en cette étape 5, on assiste à quelques petits événements. Un petit changement de maillot rose par exemple, vu que l'écart est très très tenu et que Kragh Andersen de toute façon il y a bien un moment où il va lâcher son maillot, on va pas gagner le Giro avec. Donc voir un peu comment déjà se passe la première ascension. Mon projet là, de toute façon, tant que Benoît et Kragh Andersen sont là, c'est évidemment d'essayer de les faire jouer un rôle le plus présent possible à côté de Romain Bardet. Et donc je vais essayer de les préserver par exemple pour la fin d'étape, en tout cas si c'est possible. Si j'y arrive pas, il va falloir que Bardet se débrouille tout seul. Il m'a l'air fort, le Rominou là. Il m'a l'air fort, mais tout de même, ça me sécurise si je sais que j'ai mes lieutenants qui sont là, mes costauds. Allez, on est au milieu à peu près de cette étape. Ça roulotte, peinard. Première difficulté était assez imposante, mais tu es situé bien trop loin de l'arrivée pour pouvoir jouer un rôle particulier. En revanche, cette petite succession là d'ascension pourrait avoir une incidence sur la suite. Vous voyez, il commence à y avoir de l'impact sur les équipiers. Il commence à y avoir des gens qui n'ont bientôt presque plus de barre jaune, voire même plus rien du tout. Hamilton, par exemple, n'est pas au mieux. Ah, zut, qu'est-ce qui se passe? Petite chute de Kragh Andersen. Alors, on espère que c'est quand même pas un abandon. Ça va, ouf, il repart. Donc, c'est un peu ballot le maillot rose comme ça qui chute. Donc, je vais envoyer quand même un équipier pour essayer d'aider Kragh Andersen à remonter. Ce qu'il devrait arriver à faire, même si vous voyez, c'est pas la meilleure période. Ici, là, ça accélère dans le peloton.
Du coup, Krag Andersen a du mal un petit peu à récupérer la queue de peloton. On sait qu'en plus, dans ces cas-là, vous vous retrouvez en proie à prendre de nouveau des petites cassures parce que vous avez des types qui sont en train de lâcher à l'arrière. Du coup, c'est double effort. Et qui est-ce qui est sorti? Incroyable. Kwiatkowski qui essaye de dynamiter la course. Écoutez, ça m'a plu, ça. Je trouve ça vachement bien. Kwiatkowski qui attaque à ce moment-là. Alors, bon, tout de même, c'est assez suicidaire parce que on se doute bien que, vu le nombre d'équipiers qu'il y a encore autour des principaux leaders, Kwiatkowski, il a quand même peu de chances d'aller comme ça, peinard jusqu'à l'arrivée. Mais bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, voilà, regardez. À un moment donné, il va être repris. En tout cas, il est en instance d'être repris, là, voilà. Ah, ça y est, voilà. Donc, à surveiller parce que il aurait pu être, typiquement, sur ce genre d'étape, là, sur Pro Cycling Manager, Kwiatkowski peut vraiment gagner l'étape. C'est plutôt une config pour lui, régler un groupe de punchers ou régler un groupe qui comprend quelques punchers et quelques grimpeurs ou quelques leaders du général. Ça aurait été typique pour Kwiatkowski. En l'occurrence, il a peut-être cramé une cartouche, on verra. On verra. Allez, c'est parti pour la toute dernière ascension du jour. Benoît traîne dans sa roue Krag Andersen, mais que c'est difficile. On est en train d'être décramponné en vérité. Heureusement que Van Wilder et Mark Donovan ont pu accompagner le plus longtemps possible Romain Bardet. Là, il y a Donovan qui a lâché, mais il nous reste encore Van Wilder. Et heureusement que le jeune Belge est là, parce que vous avez vu, Kwiatkowski, il en avait encore remis une. Il est intenable, hein. Intenable. Là, je comprends. À ce moment-là, je comprends que le maillot est perdu pour Krag Andersen, hein. Il ne faut pas se leurrer. Du coup, on va y aller sur un effort correct, mais on a bien compris que derrière, Benoît Krag Andersen, ils vont se ranger un petit peu sur le côté. Et par contre, devant, c'est feu. Feu pour Romain Bardet. Essayons de tirer profit de cette situation dans laquelle il y a quelques leaders, notamment Egan Bernal, par exemple, qui ne nous ont pas suivis. Du coup, je roule énormément. Il y a Vincenzo Nibali qui est dans le groupe Bardet. Wout van Aert aussi, on l'a aperçu, est bel et bien présent. Donc, Schachmann aussi et Dan Martin. Ça nous fait une belle brochette. Bon, par contre, il n'y a pas grand monde qui prend des relais. On me dirait peut-être que Bardet roule un petit peu trop fort. Et surtout, regardez, une descente. Quand on est avec Nibali et qu'on joue avec Bardet à 81 en descente, je pense qu'il y a peut-être un truc à jouer entre ces deux hommes-là pour essayer de semer leur poursuivant. On voit Benoît qui va rentrer paisiblement, Krag Andersen également. Regardez, petit trou déjà qui est fait en descente par Nibali Bardet. Ça, je pense, Van Aert ne se serait jamais fait prendre, mais il a été victime de Dan Martin qui a laissé la cassure. C'est rigolo, ça. Quand vous avez comme ça, bah oui, Dan Martin n'a pas une excellente note de descente. Il m'est arrivé une fois sur un Lombardia de créer une cassure aussi, parce que Dan Martin n'arrivait pas à suivre. Allez, le sprint, qui est-ce qui va l'emporter sur la ligne? C'est excessivement serré, mais c'est Romain Bardet qui va ainsi gagner une première étape, peut-être, sur ce Giro. Et est-ce qu'il n'y aurait pas le maillot à la clé, par hasard? Est-ce qu'il n'y aurait pas le maillot pour l'ami Romain? Voilà, hop, on rentre sagement avec Benoît Krag Andersen. Pas ridicule finalement le Danois, hein, mais voilà, ça suffira pas pour conserver le rose. Romain Bardet est donc le nouveau leader de ce Giro avec une trentaine de secondes d'avance sur Egan Bernal au moment d'aborder quelque chose qui n'est pas anecdotique, une étape assez courte, 130 et quelques kilomètres, avec une arrivée au sommet au Vésuve. Ça, c'est sympa. Alors, la pente n'est pas exceptionnelle. Hein, on n'aura pas... c'est pas le Mortirolo, quoi, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Mais par contre, il va falloir faire gaffe. Il va falloir faire gaffe quand même. Il y a de sérieux prétendants. Hein, on les a aperçus au moment de la présentation de l'étape. Il y a quelques prétendants pas ridicules pour la victoire. En plus, il y a une période un peu vallonnée qui précède l'ascension finale. Donc, moyen de perdre un peu de barre, de perdre des forces dans cette approche, alors que normalement, il faudrait arriver intact.
en bas du Vésuve. Donc, on va essayer de faire les choses. Benoît, aujourd'hui, par exemple, sur cette étape 6, a tendance à rétrograder. Je l'avais déjà signalé ça une fois. Ça m'arrivait parfois avec Wellens en mauvaise forme. Chez Lotto Soudal, ça m'arrivait d'avoir du mal à le maintenir dans les 20 premières positions. Il se laissait glisser, en fait. Alors là, j'ai dû le remonter en effort curseur pour être certain d'aborder la montée finale avec mes soutiens à l'avant, parce que s'ils ont 30 places de différence dans le peloton sur Romain Bardet, ils vont lui être d'aucune utilité. Ça sert à rien. Donc, je préfère encore les épuiser assez rapidement, les consommer les uns après les autres pour protéger notre leader français. Et puis tant pis, après il se débrouillera, mais au moins on aura exploité à fond nos équipiers. De toute façon, regardez, il reste plus grand monde. Très rapidement, c'était la grande lessive du côté des équipiers DSM, puisque ici c'est encore Leknessoun qui lâche. Et Benoît, en fait, ne fera qu'illusion dans la roue de Romain Bardet. Même pas le temps vraiment de jouer un rôle ou de protéger Romain, etc. Bardet se retrouve tout seul. Mais il n'y a pas de problème. Par contre, vigilance. Si certains attaquent, il faut suivre. Et c'est ce qui se produit. Bernal attaque. Là, carrément, j'attaque. Je joue pas pareil que quand je suis avec des punchers et que j'ai peur de vider mes barres sur des types qui ont 82 en montagne. Vous voyez un peu le délire. Là, avec Romain Bardet qui a une belle accélération et qui a une note de à 79 en montagne, ça va. Il est propre. Je suis les attaques. On joue différemment. C'est ça aussi qui est sympa. Pouvoir une fois, de temps en temps, jouer d'une autre façon. Miguel Angel Lopez a pris quelques mètres d'avance et devrait les conserver. Oui, il va les conserver jusqu'à la ligne d'arrivée. Lopez va donc s'imposer au sommet du Vésuve. Bardet, deuxième. Et Bernal, troisième. Voilà. Donc Nibali qui limite la casse. Sharkman aussi, qui est relativement présent. Donc le maillot rose va être conservé. Puis derrière, alors là, on rentre peinard. Là, aujourd'hui, on a abandonné nos dernières illusions de quoi que ce soit. C'est à ce moment-là que dans mon esprit commence à germer l'idée que, bien sûr que non, je ne vais pas les laisser sur le Giro jusqu'au bout, mes deux Flandriens, là. Je vais les retirer à un moment donné. C'était juste une histoire de savoir, calculer à quel moment est-ce qu'il était bon de les retirer. Mais c'est pour moi, à ce moment-là, ça fait sens. Je me dis... Tu tires le max et à l'étape 16, abandon, bam, régler l'histoire. Voilà. Donc, surtout qu'on a maintenant le maillot rose, on a pris un petit peu d'avance. Est-ce qu'on pourrait pas encore essayer de faire fructifier tout ça si on a quelques petites opportunités? On va en reparler juste après, là, quand je vais montrer la suite et la fin de ce Giro, en tout cas au niveau des étapes qui sont programmées, puisque cette étape 7 là qui est sous nos yeux, c'est la dernière que je vous propose dans cet épisode. Donc on jouera les étapes 8 à 21 dans ce qui sera l'épisode 3 de cette série avec Team DSM. Voilà, donc je ne fais pas trop long sur ces étapes là. Comme on n'a pas vraiment de sprinter, on a très 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 peu de chances de s'imposer face au tout meilleur sur une arrivée massive. Le seul cas dans lequel, à la limite, on pourrait tirer notre épingle, c'est s'il y avait une échappée qui partait, mais à condition de jouer l'échappée. Je ne suis pas décidé à faire ça pour le moment. J'ai pas non plus les moyens de courir plein de lièvres à la fois. C'est pareil, maillot de meilleur grimpeur, on n'y pense même pas. On pense même pas non plus les points, si ça doit venir, ça viendra, mais je pense pas à quelque chose en particulier de plus que essayer de ramener cette tunique rose au soir de la 21e étape pour Romain Bardet. Donc on va rouler par contre dans cette toute fin d'étape, parce que j'ai repéré un secteur. Vous voyez, il y a un peu de pourcentage là, avant une arrivée en faux plat descendant. Je me suis dit, si jamais il y a moyen de faire péter, on sait jamais. Faut voir. Après, traditionnellement, dans ces situations-là, sur PCM, les meilleurs sprinters s'accrochent. Ils lâchent pas. Mais bon, j'avais envie de tenter tout de même, voilà, parce que le pourcentage n'est pas élevé, l'ascension n'est pas bien longue. Donc à partir de là, il y a peu de chances que ça casse vraiment. Mais on tente. Au moins, on n'aura pas de regrets. Je suis incorrigible,
Je dis que j'ai aucune chance de gagner au sprint, mais j'essaye quand même. C'est un peu paradoxal. Voilà, on va essayer de mettre Kragh Andersen en meilleure position possible. Bientôt la flamme rouge. On va lâcher la bête. Allez mon grand, à toi de le faire. Ben, il va pas le faire, il va pas passer. Par contre, il y en a un à l'accélération fulgurante qui va s'imposer, et Dieu sait s'il est en forme depuis ce début de Giro. C'est Maximilian Schachmann qui vient comme ça prendre une très jolie victoire d'étape au nez à la barbe de certains des tout meilleurs sprinteurs du plateau. Et voilà, on en reste là. Bardet possède 41 secondes d'avance sur Bernal, un peu plus d'une minute sur Simon Yates, Schachmann ensuite, etc. Nibali pas si loin que ça, donc du bon Schachmann, qui d'ailleurs est en tête pour de vrai au classement par points. Que dire, si ce n'est que je vais confirmer, après cette deuxième phase là de dossier au 15 mai, je confirme ce que j'avais déjà noué comme contact. Je ne vais pas en rajouter davantage. Je pense qu'il y a déjà fort à faire à prolonger les nôtres, plus éventuellement recruter Asgreen en plus. Ça dépendra un petit peu de l'argent disponible. On aura donc une fin de Giro qui comporte 14 étapes, avec une huitième étape déjà coton, hein. Celle-là, il peut se passer pas mal de choses. Elle est classifiée comme vallonnée, donc pas forcément au désavantage de Bardet, loin s'en faut. La 9 est un peu anecdotique. La 10 en mode arrivée au Mont Sainte-Marie. Donc en fait, on est sur des terres des Strade Bianche. S'en suivra un contre-la-montre de 32 km, mais assez vallonné, donc finalement moins désavantageux pour Bardet que ne l'aurait été un contre-la-montre plat type étape 21. Dans la foulée, bon, ouais, pas grand-chose à signaler. Sur 12 et 13, par contre 14, arrivé au sommet. Alors là, on rigole pas parce qu'elle est costaude. Puis après, ça va être un petit peu la folie. L'étape 15, 236 km, avec quelques ascensions qui promettent vraiment. Attendez, c'est pas fini. L'étape 16, ouf, on se repose, heureusement. Étape 17, mais qu'est-ce que c'est que ces pourcentages ? Qu'est-ce que c'est que ces trucs de malade ? Ça va être vraiment immense, je pense. 18, ensuite, excusez du peu, 190 bornes, 6000 mètres de dénivelé, à en tomber par terre. Après, il y a un peu de repos, et on va passer à l'étape 20. Voilà. L'étape 20, c'est là-dessus que tout doit se jouer. Donc, bravo vraiment pour la fabrication de ce Giro. Il est magnifique. En tout cas, je n'ai pas encore fini de le jouer, mais rien qu'en voyant les étapes, j'ai envie de dire bravo au créateur. Voilà. Et un bon vieux CLM pour finir. Je vous l'avais déjà dit. Voilà. À très bientôt. Portez-vous bien. Rendez-vous à l'épisode 3 pour la suite et la fin de ce Giro avec le team DSM de notre Français chéri Romain Bardet. Bye bye.